Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous me demandent sans forcément utiliser le bon mot, c'est les relations presse. J'en ai déjà un petit peu parlé, sur, ce podcast, mais sans vraiment approfondir le sujet et en fait, je sais exactement ce que tu te dis en entendant ça. C'est-à-dire que tu te dis que, en fait, les relations presse, c'est, pour les grosses boîtes, c'est pour les marques qui ont du budget et que toi, tu es solo et donc du coup, c'est pas pour toi. Ou alors, et ça va être l'autre version de l'idée reçue sur les relations presse, c'est que, en fait, tu te dis: «Tiens, si je fais un article dans un magazine, genre le magazine Forbes qui démarche à peu près tous les solopreneurs de la terre, ou un passage dans un podcast, du coup, ça va m'amener des clients sans que j'ai besoin de prospecter». En fait, les 2 idées reçues sont complètement fausses et c'est pour ça que j'ai invité Adeline de l'agence Ocom3Com aujourd'hui parce que c'est exactement son métier. Elle est attachée de presse et elle va vous dire à tous, tous les solopreneurs, sur ce que sont en fait les relations presse, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire pour toi quand tu es solopreneur. Parce qu'en fait, le vrai sujet justement derrière ces relations presse, et c'est un truc que je vois tout le temps avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est cette espèce de quête permanente en fait, du levier magique, du levier d'acquisition client magique. C'est-à-dire que tu te dis que, il y a peut-être forcément une recette magique, une méthode magique qui va faire que les clients, ils vont venir à toi sans que tu aies besoin de les chercher et tu as essayé de poster du contenu sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Tu as essayé d'avoir un super beau site, mais tu as 0 trafic et tu as peut-être même lancé une newsletter, mais le problème, c'est qu'en fait, tes clients, tu le vois bien, ils sont pas forcément au rendez-vous, du moins pas suffisamment ou alors pas régulièrement et en fait, du coup, tu as cette petite voix qui te dit que, peut-être que si je passais dans un média quelconque, ou alors dans un magazine, si ta cible, elle te lit dans les magazines, par exemple, en fait, ça changerait tout et franchement, je comprends, parce que c'est vrai que c'est hyper tentant d'avoir tout d'un coup une visibilité qui explose juste en passant, dans un podcast et parce qu'en fait, c'est vrai que contacter les prospects, tu vois, un par un, la problématique, c'est que, en fait, c'est loin d'être glamour, c'est pas sexy et c'est surtout très, très, très inconfortable. Sauf que la vraie question, en fait, c'est pas: «Est-ce que c'est cool de passer, dans la presse, dans un média quel qu'il soit?» Mais la vraie question, en fait, c'est, est-ce que c'est le bon moment pour toi? Est-ce que ça va vraiment te ramener, du business? Parce qu'évidemment, il va falloir faire quand même, 2-3 petits trucs pour pouvoir te faire inviter sur un média et surtout, est-ce que c'est pas une énième, façon finalement d'éviter, en fait, la prospection directe, d'éviter un canal d'acquisition qui pourrait te ramener, en fait, des clients presque de manière un peu instantanée. Si tu me découvres sur cette vidéo, je suis Lucille, diplômée d'expertise comptable et spécialisée en création d'entreprises et développement de business. J'ai bossé pendant plus de 17 ans dans la profession d'expert comptable et depuis plus de 3 ans maintenant, j'aide les solopreneurs et les indépendants à lancer un business rentable, à trouver leurs premiers clients ou à structurer leur activité pour booster leur chiffre d'affaires s'ils ont déjà créé leur entreprise. Et justement, pour cet épisode, j'ai voulu aller chercher quelqu'un qui connaît le sujet de l'intérieur, une professionnelle des relations de presse, qui bosse avec des entrepreneurs et qui va, te dire cash: «Voilà ce que tu peux en attendre, voilà ce que tu ne peux pas en attendre et voilà comment t'y prendre si, tu en es au bon stade». Adeline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Avec plaisir. Déjà, merci pour cette superbe intro, Lucille, parce que tu as dit déjà plein de vérités et vous pouvez mettre pause et réécouter l'intro déjà. C'est hyper précieux. Donc Adeline Cointe, comme tu le disais, donc de l'agence Ocom3Com. Donc je suis attachée de presse. Donc le métier d'attachée de presse, en fait, c'est de faire le lien entre, les entreprises et les médias. Alors j'allais dire les journalistes parce que, on pense, journalistes, mais en fait, on va voir que relations presse, on devrait même presque dire relations médias, parce qu'aujourd'hui, la presse, enfin, les relations presse, les relations médias, ça c'est très, très élargi. En fait, il y a plein de nouveaux médias, parce que historiquement, presse, c'est vraiment la Ouais. presse papier, la presse magazine, les journaux. À laquelle on ajoute la télé, la radio. Et aujourd'hui, comme je vous dis, les nouveaux médias, ça peut être les podcasts, ça peut être les newsletters, ça peut être les chaînes YouTube, ça peut être les blogs, ça peut être différents en fait supports qui délivrent de l'information selon
une ligne éditoriale précise et donc pour une audience bien précise. Et tu le disais aussi Lucile, donc j'accompagne à la fois des PME, des startups, mais aussi des solopreneurs et ça, ce que tous les attachés de presse ne font pas. Donc ravie de pouvoir, du coup, partager tout ça avec vous aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est génial. Alors, je vais tout de suite démarrer dans le vif du sujet, avec toutes mes questions que j'ai divisées en, plusieurs parties puisque, bon, bah, tu connais mon goût pour la structuration des choses. Donc partie 1, on va démonter les idées reçues ensemble, Adeline, et je te propose une question que j'ai à te poser. C'est quoi concrètement, même si tu as un petit peu répondu là juste avant, mais c'est quoi concrètement les relations presse pour, un solopreneur et qu'est-ce que ça n'est pas en fait les relations presse pour un solopreneur? Tout à fait. Les relations presse, donc ça va être de décrocher de l'éditorial. Donc quelque chose qui n'est pas payant, quelque chose qui est sous la crédibilité du journaliste, en fait, pour pouvoir bénéficier finalement de la réputation du média, de la réputation du journaliste, du podcasteur, du blogueur ou du créateur de contenu pour la newsletter, etc. Et cet éditorial, c'est bien à différencier donc des publi-reportages où là, un média va venir vous démarcher en vous demandant de payer et ça, on y reviendra peut-être, dans l'interview, je pense, pour bien que vous fassiez la différence, que vous compreniez ce que chaque perspective peut apporter et qui est aussi différent. Donc un publi-reportage, ça va ressembler à un article, sauf que en haut, vous pouvez l'identifier où c'est écrit, en partenariat, partenaire, publi-reportage, publi-communiqué ou il y a toujours une mention normalement quand le message a été payé, parce que le message payé, ça veut dire qu'il a été validé par l'entreprise et que potentiellement, il y a un backlink, qui a été fait spécifiquement aussi selon la demande de l'entreprise. Alors que l'éditorial, comme je vous dis, on va bénéficier finalement, du journaliste, de sa crédibilité à lui. On va aller chercher finalement la confiance, c'est de la preuve sociale donnée par un tiers. OK, très bien, c'est extrêmement clair. Effectivement, je te confirme, moi je suis, une lectrice assidue du magazine, Challenge et ils font des publi-reportages et je crois d'ailleurs que dans le magazine, il y a marqué publi-reportage ou publi-communiqué, un truc comme ça, ou les 2, je sais pas, mais en tout cas effectivement c'est marqué. C'est là que tu te rends compte qu'en fait c'est payant, en réalité et que, voilà, c'est pas on n'est pas le journaliste n'est pas allé chercher la personne ou la marque ou l'entreprise, pour, faire le reportage en tout cas. Est-ce qu'un solopreneur qui n'a pas de budget, à consacrer justement à toutes ces relations médias, et qui n'a pas vraiment de réseau à proprement parler, il peut aujourd'hui accéder justement à ces relations médias? Alors c'est pas évident, ça on est bien d'accord. Sans réseau, sans budget, ça va demander peut-être plus de temps, de Mmh. mettre, un investissement de temps un peu plus important parce qu'il va falloir aller, chercher vraiment quel journaliste parle de votre sujet de solopreneur, d'indépendant, comment il en parle, qu'est-ce que vous pouvez apporter et surtout, bah, comment trouver ses coordonnées. Donc peut-être qu'il faudra appeler à la rédaction. Donc finalement, ça va vous prendre plus de temps, mais c'est possible aussi avec un petit peu d'audace, un petit peu de courage et nos missions se rejoignent, Lucille, là-dessus aussi. Au niveau de la prospection client et de la prospection finalement des médias et ben, il faut avoir le courage de le Ouais. faire. On se dit qu'on le fait pour notre entreprise, pour le développement et tout ça, des fois, ça aide à switcher aussi. On apporte une solution, on se place pas comme quelqu'un qui demande, donc pour moi, c'est accessible. On va pas se mentir, ça veut dire que c'est quand même un gros volet de le faire sans budget, sans réseau, mais je veux pas que les gens se disent: «Ah non, bah, moi je connais personne». Non, en fait, en ayant un peu d'audace, en ayant des fois, le courage d'essayer et ben, des fois on a des belles surprises donc Ouais, je passez pense à que l'action. ce qui est aussi important, tu vois, c'est de rappeler quand même, le fait de bien cibler, en fait, le média en question. Parce que tu vois, c'est facile d'aller demander une interv enfin, d'aller passer, sur un média, ch comme par exemple un podcast ou n'importe, mais en fait, aussi longtemps que ta cible elle est pas dessus, en fait, on s'en fout. Ah mais tout à fait. Alors ça c'est un point clé, C'est le des bases des ciblage. relations oui, c'est les bases des relations presse, c'est de cibler et ça peut même être contre-productif si on ne cible pas comme il faut. Ouais. Parce que le journaliste peut même vous blacklister, mais au-delà du journaliste, ça peut être toute la rédaction. Parce Mmh. qu'il faut se dire qu'ils discutent entre eux, ils sont souvent dans des open space. «Oh lui il m'a envoyé un mail, il m'agace. Ah bah oui moi aussi, il a envoyé à tout le monde, ça correspond pas à ce qu'on fait».
Donc c'est pareil, ça, on fait attention à qui est-ce qu'on vise. C'est pour ça qu'il y a tout un travail un petit peu de documentation, de recherche, que ce soit le podcast ou le journal papier, que ce soit, un blog et cetera. On va aller lire comment eux s'emparent des sujets qui nous concernent et comment nous, en se connaissant assez, en tant que solopreneur, en tant qu'indépendant, on peut proposer un sujet aussi, dans la ligne, qui est proposée dans ce média-là. C'est finalement ce que tu as fait avec moi, en fait, Adeline, parce que je le rappelle quand même, mais j'ai trouvé la démarche hyper, hyper smart. Tu m'as envoyé un mail la semaine dernière en me disant que tu étais fidèle auditrice de mon podcast en audio, je pense, hein, c'est ça, hein? Oui, Ouais, oui, en audio, OK. tout à fait. Et que du coup, voilà, tu avais remarqué que que je faisais pas beaucoup d'épisodes avec des invités et que, j'avais évoqué le sujet des relations presse, mais sans forcément l'approfondir et tu t'étais proposé justement de passer enfin de faire cet épisode ensemble, ce qui a été en fait, fait très rapidement puisque je crois que le mail tu me l'as envoyé, je crois, quoi? Jeudi ou vendredi, un truc comme ça? Ouais, je Et on est crois, mardi, oui. quoi. Oui, merci pour ta réactivité. Donc effectivement, effectivement, il faut je confirme, il faut effectivement bien cibler, faut, écrire les bons messages aussi, mais ça, c'est comme tout, hein, c'est question de prospection, la Exactement. Mmh. prospection pour vendre un produit, c'est exactement ou vendre un service, une offre, d'une façon générale, c'est exactement la même chose. Donc c'est bien de pouvoir faire le parallèle justement avec cette prospection puisque, ben, c'est de notre responsabilité de solopreneur de, justement de faire accroître en fait notre visibilité, de décrocher justement des opportunités business, qui, vont avoir un retour sur investissement à un moment donné, tout comme c'est notre responsabilité, de faire grandir notre chiffre d'affaires, et de vendre, nos offres donc voilà. À quel stade business, ça a du sens en fait de penser aux relations, presse? Tu vois, je rebondis juste quand même sur la partie, c'est notre Ouais. responsabilité. Ça, mais je te rejoins à 3000 parce qu'il faut pas non plus rester à attendre que le journaliste, il vienne vous solliciter. Parce que j'en entends des fois qui viennent me dire: «Ah oui, mais tiens, bah, il parle de mon concurrent, jamais il parle de moi». Ah oui, mais est-ce que le concurrent, il n'a pas été tapé à la porte avant que le média vienne à lui tout seul? Mais en fait, il y a eu une première démarche en général de la part de la personne. Donc comme tu le dis, ça incombe à nous, Ouais, solopreneurs, d'aller démarcher les médias aussi sur tout lesquels à fait. on a quelque chose à apporter. Et à quel moment c'est pertinent pour un solopreneur? Il y a 2 moments clés, c'est la création de l'entreprise où là, on va pouvoir viser la presse locale. Donc dans tous les départements, on a au minimum une radio, comme les France Bleu par exemple, qui sont Mmh. maintenant la radio ici, France 3 qui est pareil ici parce que c'est regroupé avec France Bleu et un journal papier, donc ça dépend où est-ce qu'on est en France. Il y a différents groupes médias qui reprennent la presse papier. Ça, ce sont des médias qui vont aimer voir que se passe-t-il sur mon territoire. Il y a eu la création d'une entreprise, telle personne fait telle activité. Donc ça, c'est un moment clé qui peut être important. Mais sinon, ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir déjà fait un premier travail, d'avoir déjà signé des premiers clients, d'avoir aussi surtout posé des bases solides, de se connaître assez, d'avoir un système d'offres aussi qui apporte une valeur, hein, d'avoir travaillé aussi sur qu'est-ce que moi j'apporte, d'être assez solide aussi au niveau par exemple du site internet. Alors vous n'allez peut-être pas en tant que solopreneur passer tout de suite sur TF1, mais il faut savoir que quand on passe dans les médias, en face l'audience, si jamais vous visez juste, l'audience elle peut peut-être acheter ou en tout cas venir sur votre site aussi. Même le journaliste, il va regarder votre crédibilité, hein. Pour la petite anecdote, j'ai un journaliste qui m'a un jour engueulée parce que ma cliente n'avait pas de mention légale sur son site internet. J'avoue que c'était le genre de choses que je regardais pas forcément en signant des clients et qu'aujourd'hui, maintenant, je regarde. Donc, vous voyez, le journaliste va aussi aller regarder. Donc, je dis pas qu'il faut être, heu, voilà, d'avoir quelque chose, d'ultra chiadé parce que c'est pareil, plus on se dit, «Il faut que ce soit parfait», plus on repousse les choses et c'est pas forcément bien non plus, hein. Donc faut pas être dans ce, soit parfait. Mais à partir du moment où on montre quand même qu'on est une entreprise crédible, qu'on est une entreprise qui va tenir dans le temps, qu'on est une entreprise qui n'est pas, j'en sais rien, une entreprise d'un autre, continent et puis, où derrière c'est une arnaque en fait, qu'on n'est pas, oui, une pyramide de Ponzi ou je ne sais quoi.
voilà, de montrer quand même une certaine crédibilité, donc une bonne image, de nous-mêmes et quitte à faire, bah, si notre site internet et nos réseaux sociaux, ça correspond, qu'on arrive à montrer, voilà, des prises de position, des choses qu'on dit, des choses cohérentes entre notre site et nos réseaux sociaux, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, en fait, de passer dans les médias parce qu'on a déjà expérimenté notre entreprise en tant que solopreneur. On le sait, quand on crée l'entreprise, bah, des fois 6 mois, 1 an après, on passe tous par ce cycle-là. Ça rebouge un petit peu au niveau de nos prestations. Moi, je sais que quelqu'un qui vient me voir et qui me dit: «Ah bah, je suis en plein coaching», bah, je lui dis: On attend que le coaching soit fini, tu aies bien reposé toutes les bases avant, bah, de pouvoir lancer, une campagne auprès des médias». Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, quand on se lance, alors ça peut être effectivement un accélérateur de pouvoir passer dans un média local. Moi, tu vois, moi, je suis en Alsace et en Alsace, on a le journal L'Alsace Tout à fait. qui te c'est Ebra Média qui, justement te propose, un article, tu vois, gratuit, quand tu te lances pour promouvoir un peu l'entrepreneuriat local et ça, c'est bien. Mais après, en effet, je te rejoins sur le fait que, bah, quand tu te lances, tu as pas le retour d'expérience nécessaire pour aller ajuster tes offres, ajuster ton message, ta communication, connaître ta cible du bout des doigts, même si tu en as fait une bonne analyse approfondie. Mais tout ça va venir à un moment donné quand même se solidifier à partir du moment où tu vas vendre, à partir du moment où tu vas enfin avoir des clients. Et je pense que, enfin, je te rejoins totalement là-dessus. Il faut qu'il y ait le recul nécessaire pour que, je pense, les relations presse soient exploitées du mieux possible et génèrent des opportunités business réelles et importantes. Tout à fait, parce qu'en plus, dans les médias, ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, on n'a qu'une seule chance d'avoir un article, parce que il faut pas que ce soit de la publicité, en fait. Mm. Le journal doit ou le média, quel qu'il soit, pardon, doit apporter une information. Donc c'est là que c'est différent de ce qu'on peut publier sur nos réseaux sociaux, où là, on va faire notre promotion. Quand on passe sur un média, quelle information on peut apporter? Donc il y a une forme déjà de lâcher prise aussi. Donc souvent, le lâcher prise, il vient aussi en se connaissant. OK, bon, bah, je me connais assez, je suis assez solide sur mes positions pour aussi être confiant que le média parle de moi. Donc ça, il y a ce point-là et puis, finalement, en attendant aussi un petit peu, comme tu le disais, on va être un peu plus sûr de ce qu'on va avoir comme parution, parce que, ben, un journal qui a parlé de nous ou un podcast qui a parlé de nous, tu vois, tu me réinviteras pas forcément, pour un épisode, dans un mois. Peut-être que si j'ai vraiment quelque Ou chose qui pas? Qu'est-ce que change. t'en sais, Adeline? Ah bon? Enfin, Bah, voyons. écoute, c'est rare qu'on puisse avoir 2 parutions. Alors il y a certains médias où on peut avoir différentes parutions. Je En Franche-Comté, nous, c'est plutôt l'Est républicain. J'ai eu un article quand, j'ai lancé l'entreprise. J'en ai eu aussi d'autres pour d'autres moments de la vie de l'entreprise où j'avais organisé différents types d'événements, différentes, choses à destination aussi des entrepreneurs. Hem Donc ça veut dire quand même qu'ils ont parlé de moi plusieurs fois, mais ils parleront pas de moi, tous les 15 jours. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être, déjà un petit peu sûr de soi avant de les contacter. Ouais, je suis assez d'accord. On va passer à la partie 2 de cet, épisode de podcast, qu'on mène ensemble. La partie 2 qui est ce que ça apporte vraiment à un solopreneur d'avoir une stratégie média, stratégie de relations presse. Avec une première question, que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qu'une retombée presse, une retombée média d'une façon générale, change concrètement en termes de clients et pas juste de visibilité finalement, pour un solopreneur? Et c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est le concret et là on est en plein dedans, donc Bah ouais, merci. moi je veux savoir ce que ça rapporte. Exactement. En fait, c'est un peu l'erreur qui peut être faite au niveau des médias, c'est de se dire: «Ah mais en fait, j'y vais pour ma découvrabilité, pour qu'on me voie, pour qu'on me connaisse». Sauf que, finalement, c'est une audience qui n'a jamais entendu parler de vous quand vous rentrez sur un média. Alors qu'en fait, en ayant ce côté: «Qu'est-ce que j'en fais de ma retombée média?» En effet, comment je peux m'en servir? Il y a donc une deuxième phase après la parution média. Bah, comment on la repartage? Stratégiquement sur est-ce que c'est sur nos réseaux sociaux? Est-ce que c'est sur tous nos moyens de communication, y compris, une plaquette commerciale, notre site internet, notre signature de mail? Enfin, de pouvoir imaginer tous les points de contact que vous avez avec votre audience, parce qu'il faut se dire que
toutes vos audiences ne sont pas connectées sur tous les médias sur lesquels vous allez passer non plus. Donc si vous leur amenez l'info, par exemple sur vos réseaux sociaux, si vous repartagez vos épisodes de podcast sur lesquels vous passez, si vous repartagez vos articles, de journaux, si vous repartagez une émission de radio dans laquelle vous êtes passé, il y a plus de chances déjà qu'ils les voient, qu'ils les entendent, qu'ils puissent les écouter, les partager, passer du temps avec vous, du coup. Et en fait, c'est une audience aussi qui va vous coûter le moins cher à convaincre, à convertir. Le coût d'acquisition de quelqu'un qui vous suit déjà, quelqu'un qui est déjà sur vos réseaux sociaux dans l'entonnoir du know, like, trust. Le know, c'est on vous découvre, on Mmh. vous connaît. Le like, bah, c'est: «Ah tiens, ce qu'il fait, ça m'intéresse, son énergie, son dynamisme, sa façon de prendre position sur tel et tel sujet, ça m'intéresse, je vais, liker, je vais donc m'abonner à son compte, aimer ses publications». Et le trust, c'est là où les gens sortent leur carte bancaire. Donc ceux qui sont déjà, sur vos audiences, par exemple sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont déjà au deuxième endroit du tunnel de conversion, donc des gens qui coûtent moins cher aussi, comme je vous disais, à convaincre. Et c'est pour ça que les relations médias, c'est pas que, de l'ego, c'est pas juste, je me rends visible. Derrière, pensez toujours: «Qu'est-ce que j'en fais?» ou je sais pas, à la fin du podcast, où est-ce que je dirige les gens? Est-ce que je les dirige sur une offre spécifique? Est-ce que je les dirige sur, un lien traqué? Est-ce que je les dirige, par exemple, sur, les réseaux? Selon le tunnel aussi que vous avez décidé pour emmener vos clients, enfin vos prospects vers, le la signature en client. OK, très, très clair. Tu as des exemples, toi, de solopreneurs, pour qui ça a généré, du chiffre d'affaires quasiment immédiatement après le évidemment, en dehors de tout ce que de tous ceux qui sont passés dans «Qui veut être mon associé?», bien sûr. Parce que ceux-là, on sait que même s'ils Là, ont pas de deal à la fin, ça a dopé leur vente de manière immédiate dans la soirée même de diffusion de l'épisode. Toi, tu as des exemples à nous donner? oui, j'ai des exemples. Par exemple, Flavie Prévost, qui est la créatrice du board, donc à la fois au niveau du média, son podcast, son émission, Solo Nation et puis son incubateur. On avait travaillé ensemble pour faire une campagne presse, pour, la sortie d'un de ses 2 livres, donc c'était pour salariés diversifiés. Et en fait, je lui ai décroché un épisode de podcast, elle a été sur le podcast et d'un coup, je vois, le podcasteur qui arrive, et qui me dit: mais en fait, du coup, j'ai signé avec Flavie, donc il a signé en plus sur son offre à étiquette. Il m'a dit: «En fait, j'ai vraiment aimé, sa vision, déjà quand tu m'en as parlé, j'aimais beaucoup, mais là, du coup, bah, en l'ayant en face de moi, bah, j'ai signé avec elle». J'étais genre: «Ah bah, ça, c'est chouette». Je me suis dit: «Bon, trop chouette pour elle». Et puis, bah, pareil, finalement, mon propre exemple, parce qu'en fait, je passe régulièrement sur, des podcasts, sur des médias. Et j'ai des personnes qui étaient déjà, du coup, dans mon audience, comme je vous disais. Quand j'ai repartagé des épisodes de podcast sur mon LinkedIn, il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire: «Ah oui, alors moi je t'ai écouté sur tel et tel podcast», en plus des podcasts, hyper longs. Je me suis dit: «Ah ouais, les gens ils ont pris le temps d'écouter, trop chouette. Bon ben, donne-moi ton agenda, j'aimerais bien qu'on prenne rendez-vous». Et c'est des gens avec qui j'ai signé derrière, donc bah, pareil, je me suis dit: «Bon bah, c'est tout bénef en fait». Ouais, bah, c'est sûr. Non, mais c'est une certitude. Après, c'est vrai que je trouve que c'est un accélérateur quand la personne, elle te connaît déjà et donc du coup, ça peut accélérer, en fait, une conversion. Ça, c'est une certitude. Après, ça mène à la découvrabilité aussi, à la visibilité d'une manière générale. Mais dans tous les cas, ça ne peut que être effectivement bénéfique, d'avoir Et une bonne puis stratégie média. tout à fait. Et puis on le voit aujourd'hui quand même, les cycles d'achat sont plus longs, hein. Les Oui, gens, ont carrément. besoin de plus aller creuser sur qui vous Ouais. êtes, faire le comparatif avec d'autres personnes. Ils vont vraiment aller regarder, bah, oui, ce que vous publiez, mais aussi ce qu'on dit de vous. Mmh. Hem, est-ce que donc là, ça veut dire qu'en passant sur les médias, vous êtes validé par un tiers, en fait, par, le journaliste, par le podcasteur, par le blogueur, par la personne qui écrit la newsletter. Hem c'est quelqu'un d'autre qui parle de vous et pas seulement vous qui faites votre autopromotion, parce que sur les réseaux sociaux, on choisit aussi ce qu'on va raconter de nous-mêmes. Alors qu'en fait, quand quelqu'un parle de nous, c'est déjà différent. Et on disait qu'il fallait voir 7 fois, une offre avant de passer à l'acte d'achat. Aujourd'hui, c'est même un peu plus que ça. Il faut, il y a la règle des 7-11-4, donc ça doit être, sur 4 canaux différents. Donc déjà, vous voyez, entre vos canaux et des canaux extérieurs, via 11 interactions, 11 points de contact. Alors ça va être à la fois vous qui allez contacter quelqu'un qui a liké votre post, vous allez le contacter en DM. Ça va être quelqu'un qui va vous écouter une fois, 2 fois, lire votre newsletter, lire un post, pardon, et pendant 7 heures.
Donc 7 heures pour des posts sur les réseaux sociaux qui sont lus en, Ouais, allez, je vais être gentille, 30 secondes, mais je pense qu'on est même encore bien moins. sauf les miens bien Heu, sûr, mais exactement. Mais ça, du coup, vous imaginez la quantité aussi de travail que ça ouais. donne pour passer 7 heures avec vos prospects. Alors bien sûr, dans les 7 heures, on compte aussi, le call découverte, l'appel de prospection, mais mine de rien, ça fait beaucoup. Alors que sur un podcast, des fois, vous pouvez avoir une demi heure comme ça, directement, dans les oreilles de votre prospect, dans son quotidien. Parce que c'est pareil, les médias, on lit le journal le matin en prenant son café, on écoute un podcast, dans la journée, je dis n'importe quoi, en allant courir, en faisant la vaisselle, en cuisinant, enfin donc en fait, c'est dans des moments de vie, dans le quotidien aussi des personnes, et vous restez dans leur tête parce qu'ils vous voient régulièrement aussi, en passant sur plusieurs médias. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, ça fait un peu écho à ce que, à mon post justement que j'ai sorti ce matin sur LinkedIn sur le coût d'acquisition client, le calcul du vrai coût d'acquisition client. En fait, on se contente un peu toujours de calculer le coût d'acquisition client en fonction des abonnements qu'on a, tu vois? Un abonnement Canva pour faire ton visuel, ChatGPT, Claude pour rédiger, Notion pour, planifier et cetera. Mais en fait, on oublie dans le coût d'acquisition client de prendre en considération tout le temps finalement que tu passes à créer ton post, créer le texte, le visuel, le design et cetera. Dieu sait que parfois le design, enfin moi j'en chie donc voilà parce que je suis pas designer de métier. Même avec des templates, parfois j'ai du mal et on néglige aussi, enfin on prend pas en considération les routines d'engagement, les échanges en DM et cetera et tu vois, moi j'ai fait un calcul assez simple, dans mon post justement ce matin, c'est que en fait, un post finalement te génère à peu près, alors tout confondu, et bon c'est pas tout à fait, exact, enfin tout du moins c'est très approximatif ce que j'ai fait comme calcul, mais par exemple, une semaine de poste génère à peu près une trentaine d'heures au final, tu vois, tout cumulé. Alors évidemment pas sur une semaine, hein, c'est sur, plusieurs semaines d'affilée, mais une trentaine d'heures pour justement gérer, en fait, ton canal d'acquisition client, que ce soit LinkedIn, que ce soit TikTok, Instagram et cetera et bah, en fait, du coup, ton coût d'acquisition client, il est pas de, je sais pas, 100 €, tes abonnements par mois, tu vois? Mais en fait, de ton temps, 31 heures, tu l'as valorisé à 100 €, bah, ça fait 3 100 €, si mes calculs sont bons, plus, les 100 € d'abonnement, donc 3 200 €. Donc tu rapportes ça au nombre de clients que tu as signés, ben, en fait, ouais, c'est hyper, c'est un tu un coût d'acquisition qui est hyper important, parfois même d'ailleurs, pas rentable. Donc en effet, les relations médias, je trouve qu'en ce sens, tu vois, elles peuvent accélérer en fait, parce que tu as un nouveau point de contact qui va à un moment donné, permettre, à l'auditeur de te découvrir en fait par ailleurs ou au lecteur et je te rejoins aussi sur un autre point que tu as souligné juste avant, mais tu vois, moi, à titre d'expérience, j'ai des clients que j'ai convertis là, j'en ai une que j'ai convertie au mois de février qui m'a dit: «Ça fait 1 an qu'elle me suit sur les réseaux, quoi». Ah ouais, waouh! T'imagines, 1 an en fait, Donc 1 an avant qu'elle devienne cliente chez moi. C'est pour ça que, bon, je dis toujours la régularité, c'est hyper important quand tu es sur les réseaux, déjà pour commencer, parce que, bah, en fait, si j'avais pas été aussi régulière depuis, ce nombre d'années, bah, en fait, elle aurait peut-être du coup se trouvé, quelqu'un d'autre pour se faire accompagner et après, voilà la régularité, l'expertise, le fait de toujours poster des nouvelles choses et tout ça. La création de contenu, c'est, un boulot qui est ingrat et qui est archi chronophage donc et je te rejoins sur toutes ces choses-là et du coup, Adeline, je voulais te poser la question, aussi de savoir quelle est la différence entre une relation presse qui convertit et une relation presse qui va, juste venir flatter l'ego? une relation presse qui va convertir, c'est comme je le disais aussi, d'avoir préparé en amont, qu'est-ce que je vais en faire de cette parution média? Comment je vais m'en servir en fait pour convertir une audience tiède, un prospect tiède? Comment, je vais pouvoir lui apporter ça autrement? Moi je sais que par exemple, j'ai repartagé il y a pas longtemps sur LinkedIn un post avec plusieurs
passages podcast, je les avais déjà partagés individuellement, mais en se disant aussi, bah, je me suis dit, toute mon audience, il y en a pas 100 de mon audience qui voit tous mes posts, en fait. Il y a que nous-mêmes qui voyons tous nos posts, donc Mmh. ça, il faut y être habitué aussi. Et donc, par exemple, là, je me suis dit: «Bah, allez, je refais un coup, je repartage», comme ça, bah, les podcasteurs, en plus, entre eux, ils se découvrent aussi entre les différents épisodes, donc ça fait toujours du réseau, c'est toujours sympa et de savoir où est-ce qu'on emmène, les gens aussi à la fin. Je sais pas moi, si je vous dis, si vous me découvrez sur le podcast de Lucille aujourd'hui, mais si je vous dis, «Bon, bah, à la fin, on signe ensemble, hein, venez, acheter chez moi». Je suis pas sûre que le pas soit pas un peu grand quand même. Donc essayez de faire ça aussi en douceur. Quel est le plus Ouais. petit pas? Un peu, dans l'esprit Kaizen en fait, quel est le plus petit pas qu'on va faire à son prospect? Il nous a découvert, bon, bah, quelle est l'étape d'après dans le tunnel finalement pour, que le filet se resserre petit à petit autour de lui? Comment on fait? Où est-ce qu'on l'emmène? Bah, si ça vous dit, vous pouvez rester jusqu'à la fin de l'épisode, vous verrez, ce que je vous propose, pas forcément en effet, ma page de vente directement. Et c'est ça qui fait la différence finalement, pareil, par exemple en prospection ou même après un call découverte, hem, on est d'accord que c'est rare que le prospect revienne à vous tout seul et qu'il faut souvent relancer, Ouais, n'est-ce bien pas? souvent, faut relancer, ouais, je suis d'accord. Et justement, plutôt que de dire: «Oh, est-ce que vous avez eu le temps de lire mon devis, ma proposition commerciale?» et ben, quelque chose de plus stratégique, c'est d'arriver avec: «Tiens, là, j'ai pensé à vous, je suis passée sur tel podcast, on a évoqué tel sujet», et comme ça, vous remontez aussi dans la tête de la personne qui a peut-être pas vu passer ce podcast-là, qui va l'écouter et qui va être, finalement dans votre univers et qui aura plus envie, de passer à l'acte d'achat derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi sur les relances, tu vois? Je trouve que c'est assez malin de venir avec un contenu, en fait, un peu différent, plutôt que de simplement, venir en disant: «Bon alors, tu as avancé dans ta réflexion, machin». Truc que moi je fais, hein, personnellement, je suis le cordonnier le plus mal chaussé, mais en même temps je l'annonce, hein, moi, au rendez-vous de vente, donc voilà. Mais c'est vrai que, à l'époque, où je bossais en cabinet, d'expertise comptable, tu vois, les clients que je voyais, j'y allais en fait, à la relance parce que bon, pour le coup, le cycle de décision est archi long en cabinet d'expertise comptable, hein, puisque bien souvent les clients sont engagés sur une mission avec un autre cabinet d'expertise comptable et ça peut être, un engagement déjà d'un an. Donc du coup, forcément, bah, tu peux pas venir comme ça: «Alors, tu as décidé, tu signes ou tu signes pas?» Mais du coup, je venais en fait avec un truc un peu nouveau du style: «Ah bah tiens, il y a une actualité là, j'ai pensé à vous, machin et cetera». Tu peux être sûr qu'à chaque fois, il me répondait: «Ah oui et au fait d'ailleurs, enfin merci beaucoup pour votre mail, mais d'ailleurs, j'ai réfléchi à votre proposition, c'est OK ou bien, ce sera OK dans quelque temps», enfin et cetera, tu vois? Et donc du coup, tu avances en fait dans le cycle de décision, tu avances dans ta conversion. Donc ça, c'est effectivement, intéressant. Il y a combien de temps, qui s'écoule entre la 1re action de relation presse sur ta stratégie, média et un résultat concret? Ah oui, alors ça, c'est hyper variable. Mine de rien, tu vois, on disait quand même que le cycle d'achat, c'est rallongé, que les gens, peuvent aussi, ont besoin d'écouter plus, d'aller fouiller aussi plus. Ça peut prendre, bah, alors l'exemple que je prenais tout à l'heure, Flavie, finalement, bah, ça a été, elle est passée dans Ouais. le podcasteur a signé directement. Là, pour le coup, c'était assez dingue. Sinon, ben, ça peut être, je sais pas, pour une presta, il y a aussi ça, c'est le montant de la presta derrière. Une Mmh. presta à étiquette, on va réfléchir peut-être un peu plus. Je sais pas, quand on est déjà sur du 2 000 – 3 000 €, ça peut peut-être mettre 6 mois. Donc c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui s'anticipe quelque part les relations presse et plus vous reportez, plus finalement vos concurrents aussi, solopreneurs prennent la place sur des podcasts, sur des médias et le média, s'il a déjà traité le sujet, il va pas le retraiter de Ouais. la même façon. Donc, bah, plus vous traînez, plus aussi, ça mettra du temps, après, bah, tu vois, par exemple, toi et moi, comme tu disais, je t'ai contacté et en quelques jours, on a enregistré cet épisode, que vous écoutez tous actuellement. Donc ça peut aller vite aussi, pour les premières retombées et puis après, bah, à nous de nous servir de tout pour convaincre, nos prospects tièdes. Ouais, c'est sûr. Après, c'est certain que, enfin, voilà, comme je te l'ai dit,
ton message était hyper smart, donc forcément, bah, ouais, non, mais c'est sûr que en général, je décline ou alors je réponds pas forcément parce que j'ai juste, en fait, pas le temps. Mais là, pour le coup, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien écrit et j'ai vraiment apprécié, donc je me suis dit: «Vas-y, je peux pas lui dire non, en fait, elle a l'air tellement gentille». Donc Merci. on va passer à la partie 3 de cet épisode de podcast que j'aimerais, aborder avec toi et c'est, justement la méthode concrète en fait. Tu vois, par où commencer, comment on fait, combien de temps ça prend et cetera pour justement développer une stratégie, média, des relations presse. Donc première question évidemment, c'est par où commencer quand on est solopreneur, sans agence, sans budget, et cetera? Qu'est-ce que tu nous conseilles? La première chose, je pense, c'est déjà de lister tous les points sur lesquels on peut intervenir. Donc c'est là que je dis que la connaissance de soi, elle est importante parce que, à la fois, on a une vie souvent avant l'entrepreneuriat, donc il y a aussi des podcasts, des médias sur la reconversion et ça, de prime abord, vous allez me dire: «Oui, mais c'est pas avec ça que je vais signer des clients». Eh ben, détrompez-vous parce qu'en fait, les gens, ils rentrent dans votre univers et en fait, en parlant de votre vie d'avant, vous allez arriver sur votre why, sur le pourquoi. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir entrepreneur, à créer cette offre-là pour cette cible-là? Et ça, du coup, vous allez finalement partager des valeurs, l'air de rien, qui vont venir aussi en résonance, mais comme je le disais, pas que au niveau de la découvrabilité, au niveau des personnes que vous avez déjà dans votre audience. Donc, par exemple, oui, qu'est-ce que vous avez fait avant? Tu vois, Lucille, toi, tu as fait une reconversion, en fait, sans avoir fait un diplôme pour te reconvertir nécessairement, Ouais, bien mais sûr. en Mmh. tout cas, tu as changé de vie. Ça peut être aussi où est-ce que vous êtes géographiquement? Comme on le disait, il y a la presse locale, à laquelle on peut penser. Quelle est votre expertise? Quels sont, vous, vos points de vue dans votre expertise? Qu'est-ce qui fait que vous êtes, un individu unique dans cette expertise, qui est un petit peu différenciant de ce que font vos collègues? Donc là, je pense que c'est tout des bases que les gens font avec toi, Lucille, ça Mmh. aussi. Qu'est-ce qui nous différencie? Comment on peut Ouais. mettre, en avant tout ça. Donc là, c'est là que nos expertises se rejoignent et que ça va être précieux ce travail en amont avec Lucille et vraiment, oui, de lister tous les points. Je sais par exemple que j'ai des clients à qui j'avais fait lister aussi les outils avec lesquels ils travaillent. Il y a certains outils, alors je dis n'importe quoi, je suis pas sponsorisée par eux, Number, Conto, je ne sais pas lesquels, qui parfois ont besoin eux-mêmes de se faire connaître, qui ont des fois des chaînes YouTube et qui vont faire des épisodes avec des usagers, en fait. Mmh. Puisque qui de mieux que quelqu'un qui est déjà convaincu pour en convaincre d'autres? Donc ça peut être de réfléchir aussi à vos outils, ça peut être de réfléchir à une organisation particulière, ça peut être, peut-être qu'en tant que solopreneur, vous êtes aussi parent. Comment vous vous organisez pour, gérer la vie de famille, la vie professionnelle? Quel est l'équilibre que vous avez adopté? Vraiment faites ce travail de fond, prenez, une petite heure pour lister tous les pans qui font qui vous êtes, en fait, et qui peuvent du coup, être des portes d'entrée sur différents médias. Et après, ce que je vous invite à faire dans un deuxième temps, au niveau stratégie, relations médias, pour commencer, c'est de regarder, au niveau presse locale, quels sont les médias? Donc comme je vous disais, ça peut être, ici, ça peut être, les la presse écrite, donc télé, radio, presse écrite et puis de regarder après en troisième étape, quels sont par exemple vos concurrents et sur quels médias ils passent. Est-ce que, justement ils sont, entendus sur tel et tel podcast? Ça veut dire que si eux, ils y vont, potentiellement si vous avez la même cible, ou je dis concurrent, mais même quelqu'un qui serait complémentaire à vous, mais vous avez la même cible, des personnes que vous admirez et qui passent sur des podcasts, qui passent sur des médias, comme ça vous donne une porte d'entrée, en fait, une idée aussi de certains médias où aller, atteindre, votre cible. Et après, ça va être, pour un podcast, de faire une écoute quand même un peu active, de savoir si vous vous sentez à l'aise avec la personne. Tu vois, toi, j'aime ce côté, tu as toujours le sourire, ça on passe à l'action, ça et si j'avais pas eu ce feeling-là, je t'aurais pas sollicité, par exemple. Mmh. Parce que, on passe, 1/2 heure, 3/4 d'heure ensemble. Faut être Chiante. sûr. Ah Ouais, ouais, sinon ça va être chiant. horrible! Non, si on se sent pas à l'aise avec la personne, c'est terrible. Mmh. Et puis donc, de déjà, ouais, de voir si vous êtes à l'aise avec la personne, avec ce qu'elle propose et ensuite, ça va être la phase de contact qui là est pas la plus mince à faire, hein, parce que, pour la presse papier, radio, télé, il va peut-être falloir aller trouver les coordonnées, dans la rédaction, donc potentiellement, prendre son téléphone, appeler, essayer de trouver des mails.
Je vous déconseille le mail, très générique, contact, arobase, l'alsace, .fr. Je sais pas si ce mail existe, mais mais évitez parce qu'après c'est souvent, un mail où il y a tout qui arrive, y compris les communiqués de presse, y compris, des gens extérieurs qui ont lu un article, qui sont pas contents, qui veulent réagir ou je sais pas quoi. C'est pas forcément le plus pertinent pour cibler directement le journaliste. Hem Et au niveau du podcasteur, après, ça dépend, peut-être que vous pouvez trouver son adresse mail, peut-être que le podcasteur, il a, son entreprise et que c'est là que vous allez aller voir, dans les mentions légales du site internet pour trouver un un contact ou alors, les podcasteurs sont quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit, Instagram ou LinkedIn souvent, on peut aussi les trouver par ce biais-là. Comment tu as trouvé la mienne? Parce que Ah! moi, tu m'as J'étais sûre! écrit ouais, non, mais moi, tu m'as écrit, en fait, parce que c'est là où je me suis dit: «Ouh là, ça a attiré mon attention». Tu m'as pas écrit sur la boîte, hello@adnea.fr, donc le mail générique, alors, que je consulte, hein, bien sûr, mais tu m'as écrit sur la mienne, alors pas personnelle, mais professionnelle, mais c'est vraiment sur mon adresse mail à moi. Comment tu as trouvé mon adresse mail? Ah ah! Hein? Ça, c'est le hack ultime. Ouais. Et bien ça, c'était dans le flux RSS, du podcast, si je me Ah trompe voilà, pas. c'est ça. Voilà. Ouais, OK, d'accord. OK, ouais, donc tu as fait, ouais, tu as fait une belle recherche du coup, très intéressant en tout cas. Ouais, Tout à donc fait. très En bien. fait, je le dis souvent en rigolant, mais on fait un peu Sherlock, hein, quand on commence une Ouais, campagne de bah, bien relations sûr. presse par soi-même, Mmh. de savoir, bah, quels sont aussi peut-être les centres d'intérêt de la personne, quels sont tu vois, là, tu avais évoqué les relations presse dans un épisode, donc j'ai rebondi dessus aussi. Ouais. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est sûr, c'est très intéressant. Tu vois, tu disais justement, quelque chose de juste, c'est trouver un axe de différenciation. Tu vois, là où, je te rejoins et en fait, ben, clairement, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, tu vois? Si tu veux par exemple participer à un TEDx, ils le disent bien dans leur appel à candidature, c'est qu'il faut effectivement traiter un sujet comme il n'a jamais été traité, en fait, jusqu'à présent, tu vois? Et même, je remonte encore, plus loin dans mon ancienne vie, que j'avais avant, mais moi, quand j'ai passé mon diplôme d'expertise comptable, on avait un mémoire à rendre. Bah, en fait, les mémoires chez nous, ils sont normés. Tu peux pas déposer en fait un parce qu'il faut d'abord déposer ta proposition de sujet, à un jury et tout et en fait, tu peux pas déposer un sujet qui a déjà été traité 1000 fois, en fait, tu vois? Parce que sinon tu vas te faire recaler et du coup, tu pourras pas, avancer sur ton mémoire, tu ne pourras pas le passer, enfin bref, donc effectivement, trouver l'axe de différenciation. L'axe de différenciation, je le rappelle, mais tout comme, trouver, les journalistes, les médias, les podcasteurs pertinents, justement pour son secteur d'activité, ça relève, d'une analyse concurrentielle en fait, hein, d'un benchmark, concurrence. Moi, c'est justement ce que je travaille avec mes clients, que ce soit dans mon programme de création d'entreprise ou mon programme d'accélération business. Mais en effet, ça fait partie en fait du socle de base de ton business et y aller, enfin entreprendre sans avoir à un moment donné benchmarké, tes concurrents, bah, c'est un peu limite quoi, parce que tu sais pas où ils sont, tu sais pas comment ils vendent, tu sais pas quels sont leurs canaux d'acquisition, de communication, et cetera. Et donc du coup, tu te retrouves en fait à passer sur un podcast de cuisine, alors que tu vends, je sais pas, du coaching, en mindset ou comment améliorer ses finances quoi, tu vois? Donc Ouais. truc rien à voir, donc voilà. J'allais te À poser moins la que ça question. participe vraiment à un Oui, lifestyle, ouais, particulier qu'on veut transmettre, mais faut toujours, oui, quand même avoir cet angle-là de comment on peut, le convertir derrière. En fait, c'est ce qui fait la richesse finalement de vos relations médias. C'est comme on dit depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait après? Comment on convertit derrière? ouais, exactement. Je voulais te poser aussi la question de savoir ce qui alors ça, c'est une question plutôt assez personnelle parce que j'ai un journaliste en tête, journaliste en même temps podcasteur, je suis sûre que tu le connais d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'un journaliste, il répond ou pas à ton message? Ah, alors ça dépend de si vous l'envoyez le week-end, il risque de pas répondre. Ouais, Si vous envoyez sur ses réseaux perso, ça peut l'énerver un petit peu et qu'il réponde pas. Donc pareil, on fait attention avec les réseaux sociaux, notamment Instagram, attention. Pareil sur LinkedIn, certains parfois n'aiment pas parce que, des fois au niveau de la rédaction, il y a des processus qui sont un ouais. petit peu documentés. En fait, quand
un communiqué va arriver, même si le journaliste ne le traite pas, il se dit: «Ah, ça peut peut-être servir à des collègues, ça peut peut-être nous servir lors de, tel, événement dans l'année, la journée internationale de ci ou ça», et donc il le dépose, avec des mots-clés dans un espace commun. Donc c'est pareil, si c'est envoyé sur LinkedIn, ça lui fait faire aussi une gymnastique pour faire Ouais. autrement s'il y a déjà une procédure, pardon, en interne au niveau de la rédaction. Et puis, s'il répond pas, c'est qu'on a peut-être fait une erreur, on a fait un peu trop d'autopromotion avec plein de messages subliminaux. On a peut-être aussi, pas été très clair. Souvent, on veut tout dire. Un journaliste, il a l'habitude, d'avoir une information. Un article, un reportage, c'est une seule information. On n'est peut-être pas obligé de raconter tout de l'entreprise non plus. Après, le journaliste peut ne pas répondre si vous vous êtes trompé dans son prénom. Ouais, ça Vraiment. c'est ballot. Vous l'avez mal orthographié, genre, Oui. Lucille, avec un L Oui. et pas avec 2 L, par exemple. Ça, c'est le truc qui m'insupporte, mais bon, après, voilà. Tu sais que j'y pensais en te contactant, je me suis dit: «Il faut pas que je me trompe, c'est bien Lucille avec» Oui, mais Non, en même temps, notre prénom en vrai, j'en tiens pas rigueur parce que, enfin, voilà, je me dis: «Allez, une erreur, ça peut arriver». Bon, maintenant, c'est vrai que je trouve que quand même, aujourd'hui, tu te relis un peu, bon, oui. voilà, c'est la base d'orthographier correctement un prénom, Et quoi. puis notre prénom, quand même, on l'a depuis notre naissance, c'est quand Ouais. même une grosse part de nous. Enfin, quand on nous appelle, on va se retourner, Mmh. à notre prénom. C'est quelque chose qui nous identifie quand même fortement aussi, donc bon, ce genre de maladresse. Ça peut être aussi, quelqu'un qui pense, que le journaliste lui doit quelque chose, en fait. Le journaliste, comme je disais, il apporte une information, il nous doit rien en fait en soi, donc ben, ça c'est pas l'idéal non plus. Quelqu'un qui aurait spammé toute la rédaction, les journalistes ils se parlent, donc le journaliste il va dire: «Oui bon bah c'est bon, il a envoyé à tout le monde, je vais peut-être pas lui répondre non plus». Ou alors si on est complètement déconnecté, si c'est, hors sujet, hors saison par exemple, je sais pas si vous avez, un business de solopreneur qui est très dépendant de la saisonnalité et que vous êtes complètement, en dehors des clous, ou alors si vous le contactez, vous vendez des objets spécifiques pour Noël et vous le contactez le 1er décembre, bah, souvent les tirages papier, des magazines sont déjà faits, c'est déjà fait depuis longtemps. Donc il va dire: «Oui, bah, il connaît pas en fait le fonctionnement des médias, il peut aussi ne pas répondre». Et après, bah, le journaliste, c'est quelqu'un d'humain aussi. Moi, je voudrais le rappeler également, hein. En face de nous, on a des humains qui reçoivent des mails, mais des fois, c'est 200-300 mails dans la journée. C'est une horreur. Enfin, je voudrais pas avoir leur boîte mail à gérer, vraiment. Donc ils regardent aussi en travers. Ça arrive que ça passe à la trappe, donc ça peut être aussi une raison, de non-réponse. Il faut pas hésiter à relancer. Alors attention, on les relance pas 70 fois en 2 jours, on va pas les relancer, par mail sur les réseaux sociaux, les appeler, on peut refaire un petit mail, 1 semaine après, pour apporter un complément d'information, à ce qu'on avait fait. Un peu comme la prospection, comme on disait tout à l'heure, en fait, Ouais. pas juste, «Est-ce que vous avez vu mon sujet?» ou alors de demander justement qu'est-ce qui fait que, bah, pour le moment vous l'avez pas pris? Comme ça Mmh. donne aussi peut-être des informations, ça ouvre un dialogue en fait. Il se sent pas, pris au piège comme ça le journaliste non plus. Ouais, tout à fait. Combien de temps ça prend par semaine, concrètement pour faire toutes ces demandes? Enfin, tu vois, de déjà faire ton ciblage, de savoir ce que tu veux, l'intention qu'il y a derrière, tu vois, derrière toute cette stratégie-là et d'aller contacter, en fait, toutes ces personnes des médias, que ce soit journalistes, podcasteurs et tout ça. Tu consacres, enfin, tu recommandes de consacrer combien de temps par semaine pour faire tout ça? Je vais pas vendre du rêve pour le coup, ça prend quand même beaucoup de temps. Ouais. C'est pour ça qu'il faut peut-être y aller palier par palier, en fait, se dire, 3-4 médias, au début qui sont vraiment ceux sur lesquels vous voulez passer et puis petit à petit d'élargir aussi, parce que, ben, il y a quand même ce côté écoute active, par exemple, sur les podcasts. Il y a ce côté, on va aller fouiller pour, voir les articles qui sont faits, comment ils sont traités, comment nous, on arrive au regard aussi de ces articles-là. Si un concurrent est déjà passé sur un podcast, comment nous, on peut aussi passer, mais en ayant une approche différente? Qu'est-ce que, on peut proposer comme sujet? Je pense qu'au début, ça, c'est quelque chose qui peut vous prendre, je voudrais pas faire peur, mais je pense que ça peut prendre au moins une journée par semaine, au début parce qu'on c'est quelque chose aussi, cette écoute active, tout ça, c'est des choses qu'il faut un petit peu apprendre, en fait, quelque Ouais. part. Ouais, je suis d'accord. Bon. On va passer à la dernière partie de, notre épisode, et j'aimerais avoir justement ton avis d'experte, les tes conseils d'experte que tu pourrais, nous donner. Si tu devais en fait conseiller un solopreneur qui n'a pas encore,
ses 10 premiers clients, il commence par, les relations presse ou il fait autre chose d'abord? Bon, moi je connais la ré enfin Non. j'ai mon avis sur le sujet, mais Et on a le même avis, on a le même non, non, non. Et si vous n'avez pas encore vos 10 premiers clients, mine de rien, qu'est-ce qui vous fait vivre? C'est aussi vos clients, hein. Donc il faut aller chercher vos clients et comme on disait, des fois, les relations médias, ça peut vous apporter un client assez vite, mais ça peut aussi prendre, comme je disais, peut-être 6 mois. Donc vraiment, assurez-vous aussi d'avoir déjà des clients. C'est la base de tout et ça, je crois qu'on le répétera jamais assez, mais vraiment de décrocher des clients et en plus de ça, en allant décrocher des clients, vous allez vous confronter au marché. Peut-être que ça va vous permettre aussi de changer un petit peu votre discours, peut-être que ça va permettre d'adapter un petit peu vos offres, et ça va vous habituer aussi à prendre un non, parce que, bah, le journaliste, il peut vous dire non aussi la première fois et que ce soit oui après, parce que pour moi, un non, c'est jamais un non pour toute la vie et c'est jamais un non pour tout le média. Peut-être que ce journaliste-là était pas OK, mais peut-être qu'il y a un autre journaliste du média qui le prendra ou peut-être que ce sera à un autre moment et c'est pareil avec vos prospects. Bah, si c'est non aujourd'hui, c'est clairement pas un non pour dans 6 mois, un an, on ne sait pas. Oui, tout à fait, je suis assez d'accord, d'où l'importance d'avoir un CRM, je ne le redirai jamais assez, comme ça on peut se programmer une relance dans, 3-4 mois pour prendre des nouvelles et savoir comment ça va et parce que peut-être que le non d'aujourd'hui deviendra un oui dans, 5 ou 6 mois. Voilà, c'est Exactement. tout à fait possible. Et au Heu, niveau, bah, tu vois, pardon, je me permets, au oui, je niveau t'en des prie. relations médias, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir une sorte de CRM justement, mais dédié aux relations médias. Comme ça, vous stockez toutes les coordonnées que vous récupérez, dans votre veille active du début. Comme ça, vous les perdez pas déjà et en plus de ça, bah, dedans, vous notez que tel journaliste, vous l'avez contacté à telle date par mail. Il vous a répondu potentiellement: «Rappelez-moi dans 6 mois» et ben vous vous mettez un rappel en effet pour dans 6 mois le rappeler. Ou tel journaliste a dit, bah, oui, mais telle condition et ben dans ce cas, c'est pareil, vous allez, chercher à trouver, le la condition aussi, enfin, d'avoir vraiment cette vue d'ensemble et moi, je sais que ce qui me sert de CRM, en fait, presse, dedans, je peux, trier aussi, bah, toutes mes réponses positives et puis pouvoir faire aussi, des mises en avant. Ça, vous pourrez aller regarder éventuellement sur mon site, sur mes portfolios. Bah, je l'ai fait directement depuis mon CRM presse. En fait, comme ça, bah, vous avez une campagne presse, vous pouvez voir un peu les retombées et ça, vous, c'est quelque chose pour vous-même, peut-être pour partager aussi sur vos moyens de communication, adopter aussi la méthode CRM pour vos relations médias qui peut être intéressante, pour les repartages derrière. D'autant que si c'est relié peut-être à votre base de calendrier éditorial, vous savez quel article vous avez déjà, publié sur la newsletter, sur les réseaux et cetera pour pas faire trop de doublons non plus. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, je pense que c enfin, si on devait, pousser un peu le vice un peu plus loin, tu vois? Mais moi, je mettrais un CRM quasiment pour chaque type d'action, tu vois? Un CRM, oui, pour tes prospects, bien sûr, mais aussi un CRM pour, les ton audience que tu as en DM, tu vois? Avec qui tu échanges, ou avec laquelle tu vas faire du setting, par exemple, sur LinkedIn ou sur Instagram ou n'importe. Mais et un CRM pour les relations presse, un CRM pour les clients que tu as convertis, pour pouvoir après, développer ta stratégie fidélisation client, les recontacter au bon moment, un peu plus tard, une fois que tu as livré et tout machin. Mais effectivement, ouais, le CRM, c'est, à mon sens, l'outil vraiment indispensable de l'entrepreneur. On ne le répétera pardon, jamais assez. Dernière question de cette dernière, partie de cet épisode et dernière question tout court. Est-ce que les relations presse, elles peuvent remplacer la prospection directe ou bien est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que vous avez pas déjà un petit peu la réponse dans tout ce qu'on vous a dit? Non, vraiment, Non, mais c'est pour, on enfonce un peu le clou ouais, là ouais. comme ça, hein? Je blague, mais non, non, la prospection, c'est indispensable de toute façon, quoi qu'on fasse, quel que soit le Merci. domaine dans lequel on est. Non, mais ça, c'est vraiment enfin, pour le business, c'est vraiment important et en plus de ça, plus on en fait, de toute façon, plus ça devient facile aussi. Comme je vous disais, l'un comme l'autre sont en fait complémentaires puisqu'on aura un peu des mécanismes similaires sur l'un comme sur l'autre, à la fois dans la prospection et dans les relations médias et du coup, plus on fait l'un et l'autre et on va être, aussi de plus en plus, à l'aise dans les 2 et les relations médias de toute façon, ça se fait pas tout seul en fait, ça remplace pas ni les réseaux sociaux, ni la prospection. C'est vraiment un parmi,
tout le potentiel qu'on peut avoir puisque faut que les gens aujourd'hui nous voient à plusieurs endroits et puis, puissent nous faire confiance. Ouais, exactement. On est aujourd'hui sur des tunnels de vente, qui sont en fait un peu en toile d'araignée sur la partie découverte en tout cas. Les gens ont accès en fait à tous les réseaux, que ce soit YouTube, que ce soit LinkedIn, que ce soit des podcasts audio, que ce soit Insta et cetera. Donc, effectivement, on démultiplie aujourd'hui un peu les points de contact. Moi, j'étais, la spécialiste tu vois, un canal, une cible, donc un problème, une offre, un canal d'acquisition. Mais par contre, aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai aussi un peu évolué, de mon côté par rapport à toutes les évolutions qu'on peut avoir, au niveau du marché et il est clair que, bon, un canal ne suffit pas. En tout cas, tu peux prendre un canal, tu vois, court terme et un canal long terme, ça marche bien parce qu'effectivement c'est complémentaire. En revanche, c'est ce qu'on pourrait, utiliser dans le cas dans l'exemple là de la prospection et des relations presse. Mais, en effet, ne pas être monocanal, parce que bon, c'est un petit peu, dangereux quand même et puis les gens sont vraiment partout, quoi. Les audiences sont partout donc, il faut se faire découvrir un peu de partout, quoi. Sachant que les cycles de décision, les cycles de vente sont de plus en plus longs donc c'est là aussi où ça a son importance et sa pertinence. C'est Bon. ça et puis il y a ce côté un petit peu quand même, vos parents vous diront aussi: «Ah, on t'a vu dans le journal». Il y a quand même ce petit côté, «Oh, on est un peu fiers quand même». Donc ça, je me souviens d'un passage, que j'ai eu sur France 3. Mes parents m'ont appelé le lendemain matin, ils m'ont dit: Tu sais qu'on peut plus aller chercher le pain sans qu'il y ait la moitié du village qui nous arrête en nous disant: "Oh, on a vu Adeline à la télé!" Super. Et tout d'un coup, je suis sûre que tes parents, ils savaient exactement ce que tu faisais dans la vie, quoi. Ils ont jamais Oui, su, en fait, jusqu'à présent, mais vu que tu es passée sur France 3, du coup, ils savaient. ils écoutent quand même pas mal mes interviews en général, donc ça va. Donc ça va. Parce que ma mère sait toujours pas ce que je fais, en fait, aujourd'hui, tu vois, dans la vie, et Ah bah, écoute, donc elle arrête pas de me dire: «Oh, mais tu sais, à l'époque, c'était tellement plus facile quand on me demandait ce que ma fille, elle faisait». Ben, je répondais: ouais. «Elle est expert comptable». Mais maintenant, je sais pas quoi répondre. Oh, c'est mignon. Et bah, écoute, justement, il faut que tu développes ta visibilité, dans les médias, Lucille. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Adeline, pour cet épisode, riche en conseils et riche en informations. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut te suivre sur les réseaux? Eh ben, écoute, moi, je suis plutôt sur LinkedIn, donc Adeline Cointe. Vous verrez une petite pomme verte, je pense, dans mon dans mon contact. Et puis, bah, je publie pas mal d'infos assez régulièrement. Comme ça vous donne des petits conseils. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire que vous arrivez aussi du podcast de Lucille. Comme ça, je sais aussi d'où vous arrivez. C'est toujours sympa d'avoir un petit mot pour vous accueillir quand je sais d'où vous venez. Merci beaucoup, Adeline. Si cet épisode t'a aidé, like et abonne-toi à la chaîne si tu es sur, YouTube. Mets un avis 5 étoiles et abonne-toi si tu es sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast et Spotify et n'oublie surtout pas, tout le monde peut lancer un business et réussir, toi aussi.